par rapport à la soutenance et dans l'heure qui suivront, les grands dossiers concernant l'exposé de votre dossier important que vous avez tous à déposer pour être en parfaite harmonie avec les documents que vous avez transmis. Tout d'abord, le mémoire et la soutenance. Je disais récemment que le mémoire était, à mes yeux, une sorte de pièce de théâtre dans laquelle vous devez jouer un rôle principal et vous devez être capable de pouvoir séduire, convaincre le jury du bien fondé de votre mémoire qui, je rappelle, aussi bien pour nos amis VAE que pour nos amis traditionnels, doit répondre à 3 objectifs. Servir la profession, votre dossier a été agréé, donc ça veut dire qu'il répondait à ces 3 objectifs, servir la profession, ensuite démontrer que ce sont des apports concrets, et ensuite démontrer que votre travail a été ou sera rentable, parce qu'il y a des rentabilités immédiates et des rentabilités différées. On en parlera tout à l'heure. Alors, si vous passez vos examens à Arcueil, vous allez être convoqué à Arcueil à un étage de composition, et à Arcueil, ce n'est pas idéal pour les mémoires. Je m'explique. Moi, je n'aimais pas Arcueil pour les mémoires, parce qu'on était tous 8 à 9 jurys selon l'importance du nombre d'inscrits. On était 8 à 9 jurys dans la même grande salle où certains d'entre vous allaient composer les épreuves écrites le 14 novembre. Et c'est pas forcément évident, parce qu'il y a des gens qui parlent plus fort les uns que les autres, et votre serviteur a ce défaut de parler fort. Et bien souvent, quand j'interrogeais mes candidats, mes collègues, mes confrères, ou même les appariteurs, venaient me faire signe de baisser un peu le ton, parce que je gênais les autres jurys. Donc c'est vous dire qu'il n'y a pas le côté solennel que moi j'ai vécu quand j'étais candidat aux mémoires, où j'étais reçu dans une salle à part, dans un grand bureau du ministère de l'Éducation nationale. À cette époque, en 70, il n'y avait pas encore beaucoup de candidats, il y en avait peut-être une centaine au total, même pas. En conséquence, on avait les moyens de répartir sur plusieurs jours dans des salles ou dans des bureaux spécifiques à l'interrogation, et j'avoue que c'était plus solennel. Et pourquoi c'était plus solennel aussi? Parce que quand on passait une soutenance, on avait le résultat de votre DEC à l'issue de la soutenance, c'est-à-dire que vous passiez 45 à 1 heure avec le jury vous demandait de sortir dans le couloir, et il allait vous rappeler dans les minutes qui suivaient pour vous donner sa décision. Inutile de vous dire que pendant le fait que vous étiez dans le couloir et que vous attendiez que le jury vienne vous retrouver, c'était des moments intenses, mais qui me restent encore, voyez-vous, 50 ans après, même je dirais, ouais, plus de 50 ans, ça me reste encore gravé dans mon esprit. C'est-à-dire, cette séance de soutenance a été pour moi extraordinairement vécue positivement, puisque quand ils sont venus me rechercher, ils m'ont dit une phrase qui me donnait tout de suite la réponse: vous pouvez avancer, chers confrères. Ça voulait donc dire que ils m'avaient donné le mémoire, et à l'époque, on ne passait le mémoire que si on avait l'obtention des 2 épreuves écrites. Moi, j'en avais 5 de certificats, donc j'avais largement les conditions pour être devant eux à l'issue d'un mémoire, mais c'était plus solennel, quoi. D'abord, l'endroit était plus solennel, le fait qu'on vous donne le résultat, pour beaucoup d'entre vous, ce serait normalement le cas. Pour ceux qui ont déjà les 2 épreuves écrites et qui doivent passer le mémoire, il est évident que ce serait formidable si vous pouviez avoir le résultat à l'issue de votre soutenance. Ce n'est pas le cas. Alors, on va revenir au déroulé de ce mémoire soutenance. Vous allez monter plusieurs étages,
et vous allez arriver à un étage. On va vous indiquer sur votre convocation l'endroit, salle d'attente, dans laquelle vous devez vous diriger en D1, en D4, on verra et vous le verrez sur votre convocation. D'ailleurs, les amis qui habitent l'étranger et qui, pour certains d'entre eux, on n'a pas les réponses, vous avez vu que j'ai lancé un appel au jury pour avoir des réponses précises, parce qu'on a une information confortée par plusieurs d'entre vous que les épreuves écrites pour nos amis africains pourraient se dérouler à Cotonou, mais il y a des amis africains qui ont demandé, puisqu'ils sont en France à cette époque-là, comme notre ami Mou, qui a demandé à être de passage à Arcueil et non pas de passage éventuellement à Cotonou, pas loin du Sénégal. Donc tout ça, il y a eu des précisions et vous avez intérêt, pour ceux qui veulent passer à Arcueil, de confirmer par un courriel au siège dans les jours à venir, c'est-à-dire dès demain, que vous souhaitez passer à Arcueil parce que pour des raisons familiales, vous êtes en France à l'époque où vous devriez passer votre mémoire. Ça, c'est hyper important de le signaler pour pas qu'il y ait d'impair dans les convocations. Alors, vous êtes dans la salle d'attente et vous allez voir que vous êtes à peu près une bonne quinzaine de personnes. Il y a des gens qui passent en même temps que vous, puis il y a des gens qui passent une demi-heure après vous qui sont déjà là. Ça fait partie du public. Et vous verrez comment les gens y sont. Ils sont passablement énervés. Il y en a qui font aller les pieds dans tous les sens. Il y en a qui se grattent la tête dans tous les sens. Il y en a qui transpirent parce que le stress fait transpirer. Mais vous êtes calme parce que vous avez respecté depuis des mois le conseil de Francis. De manière discrète, vous avez repris ses conseils. Faites une respiration en 4 temps. Inspirez par le nez en comptant jusque 4. Ensuite, bloquez votre souffle en comptant jusque 4. Soufflez par la suite par la bouche en comptant jusque 4. Et arrêtez de respirer en comptant jusque 4. N'oubliez pas d'arrêter de respirer et de vous arrêter à 4. Parce qu'il y en a qui auraient la tendance à ne pas s'arrêter. Et vous devinez, bien sûr, l'issue de cette décision. Et vous le faites 3 fois, tous les jours. Et vous verrez que votre tension artérielle, votre stress va baisser automatiquement. Et la répétition de ce petit exercice va faire que de manière discrète, en mettant la main sur la bouche pour pas que les gens s'aperçoivent que vous êtes en train de faire des exercices, normalement, ce texte que je remets à chaque fois que je fais une séance UV1, UV2, vous devez l'avoir par cœur dans votre tête et respecter ça. Alors, vous savez que, contrairement à ce qui a été au départ compris, vous avez le droit de venir avec votre ordinateur. C'est le double écran qui n'est pas autorisé, mais vous avez le droit de venir avec votre ordinateur pour dérouler votre diaporama qui se situe entre 10 à 15 slides, pas plus, avec des mots forts, mais surtout pas avec des copier-coller d'articles ou de parties de votre mémoire. C'est ridicule. Il faut que vous preniez le soin, pour ce diaporama, de vérifier qu'à 2 mètres de votre ordinateur, votre environnement familial comprend parfaitement ce qui est sur votre ordinateur. Si tel n'est pas le cas, vous devez éliminer des mots qui sont trop petits pour permettre à des gens de vivre votre diaporama correctement. Pour moi, des slides, c'est quelques mots forts, mais non pas des paragraphes entiers de mon mémoire ou des tableaux entiers. C'est ridicule. Un diaporama, c'est une aide à l'exposé. C'est rien d'autre. C'est pas simplement, les gens, ils savent lire, donc c'est pas simplement présenter votre exposé sur le diaporama. Vous êtes complètement ridicule. C'est comme si le maire présentait avec un diaporama le discours qu'il a réservé à la population. Mais c'est ridicule. Le maire ne fait intervenir que des moments forts. Par exemple, l'excédent budgétaire de la commune, etc., etc. Donc, il n'y a rien qui doit
laisser penser à ce que vous êtes en train de présenter sur le diaporama votre exposé. Non, le diaporama, c'est ceci. D'abord, le premier slide commun à tout le monde, c'est votre nom, prénom, et le pays ou la région dans laquelle vous habitez, pas la ville, la région ou le pays, et marqué le titre de votre mémoire. Ça, c'est le premier slide. Le deuxième slide, commun à tout le monde, c'est le cursus académique et cursus professionnel. Le cursus académique, c'est pas la peine de revenir jusqu'au baccalauréat ou même au BEPC, non. Vous faites tout ce qui est enseignement supérieur, vous mettez cursus académique normal, DCG, DSCG, pas de souci, et stage d'expertise. Si vous avez une maîtrise ou une école de commerce, bien sûr, vous le mettez. Et ensuite, vous mettez vos expériences professionnelles, sans citer le nom des cabinets. Vous mettez 5 ans cabinet traditionnel et depuis 3 ans dans le même cabinet traditionnel. Donc, vous pouvez évoquer que vous avez fait 2 ou 3 cabinets et la taille du cabinet dans lequel vous êtes ou la taille de l'entreprise, puisque vous avez le droit d'être dans une entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et pas citer de nom des entreprises ou cabinets. Vous n'avez pas besoin de citer de nom et le jury n'a pas le droit de vous demander le nom du cabinet. Hein? Donc, j'appelle Yacine Nesri, je vais le rappeler, il dit qu'il n'y a pas de réunion. Si, il y a une réunion. Mais si je l'appelle, voyez-vous, si je l'appelle, je reprends ce qu'il a demandé, je m'excuse, hein, je le reprends, voilà. Donc, je disais donc, vous n'avez pas dans le diaporama à citer au niveau de vos expériences professionnelles le nom de l'entreprise ni le nom du cabinet dans lequel vous travaillez. Ça, c'est hyper important de ne pas, je dirais, avoir à citer quoi que ce soit. Alors, il est 10h moins 5, ou il est 11h moins 5, ou il est 14h25, et vous passez dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez votre ordinateur, sur votre bureau vous avez mis le diaporama, et vous ouvrez votre ordinateur avec lequel vous allez arriver, bien sûr, devant le jury. Alors, l'appariteur va vous conduire au fond de la salle à droite, c'est le jury numéro 3, je dis n'importe quoi, et vous avez en face de vous une femme et un homme. Vous arrivez devant le jury. Il y a aujourd'hui, à mes yeux, une certaine évolution dans les rapports du jury. C'est moins courtois que dans les années où j'étais. Moi, quand un candidat venait chez moi ou vers moi et mon partenaire, moi, j'avais l'habitude de me lever et d'offrir ma main pour serrer la main à la candidate ou au candidat. J'avoue que j'étais pas dans la minorité à l'époque, mais je serai aujourd'hui dans la minorité. C'est à vous de sentir le profil du jury. Mais quand vous avez une dame et un monsieur, vous dites « bonjour madame », « bonjour monsieur » et vous attendez qu'il vous demande de vous asseoir sur la chaise prévue à cet effet. Ils vont vous dire « monsieur, asseyez-vous ». S'ils ont été bien informés par le président de jury, ils devraient se présenter. D'abord, madame devrait dire « madame Tartampion, je suis professeur d'université et expert comptable » et monsieur va vous dire « je suis monsieur Chevalier Aristote et je suis expert comptable également ». Normalement, ça devrait se passer comme cela. Et vous, une fois que vous êtes assis, vous allez dire « pardon, madame, monsieur, est-ce que vous m'autorisez à présenter un certain travail avec mon ordinateur, avec mon micro portable ?» Bien sûr, ils vont vous répondre « oui », et ce micro portable, vous l'avez ouvert sur le premier slide
de votre exposé. Et à partir de là, le jury va regarder votre carte d'identité qui normalement a déjà été vérifiée et votre convocation, mais normalement le jury, moi je le regardais encore une fois, la convocation d'abord pour mieux apercevoir l'âge du candidat et puis également la région et la ville dans laquelle il habitait et puis savoir quelques petits détails qui me paraissent importants, c'est l'âge du candidat, etc. Bien, une fois que les mesures préalables sont terminées, voilà comment vous allez présenter. On dit, Monsieur Tison, vous avez 10 minutes pour votre exposé, et ensuite, il y aura le jeu des questions-réponses. Alors, vous êtes devant le jury. Merci madame, merci monsieur. En effet, je me présente, je suis Francis Tison, je viens des Hauts-de-France, et le slide présente bien que vous êtes des Hauts-de-France, et vous rappelez le thème de votre mémoire sur le premier slide. Le deuxième, vous dites, je vais maintenant vous présenter mon cursus académique et professionnel de manière condensée. En effet, sur le plan académique, j'ai eu un parcours classique où j'ai passé toutes les épreuves menant au DCG et au DSCG, et j'ai bien sûr ensuite fait mon stage pour être aujourd'hui devant vous. Et sur le plan professionnel, j'ai 22 ans ou 15 ans de carrière professionnelle. J'ai travaillé dans une entreprise pendant 5 ans dans la spécialité chaudronnerie, où j'étais responsable comptable. Ensuite, je suis arrivé dans un cabinet traditionnel pendant 5 ans, où j'ai commencé à faire mon stage d'expertise comptable, où j'ai beaucoup appris. Et je suis toujours dans un cabinet traditionnel dans le centre de la France, où nous avons actuellement 28 collaborateurs dans ce cabinet. Voilà présenté d'abord le cursus académique et professionnel. Deuxième grande partie, pourquoi j'ai choisi ce thème? En effet, pourquoi j'ai choisi ce thème? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'avais un client sur lequel j'ai des relations depuis au moins 8 ans avec lui. On a une complicité intéressante sur le plan professionnel et son dossier me paraissait opportun et assez original pour présenter un mémoire sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis plusieurs années. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, j'ai suivi l'actualité et c'est vrai qu'en regardant Bibliothèque, on a une variété de mémoires très impressionnante et pour être original en 2023, ça sera toujours de plus en plus difficile dans les années à venir, c'est très difficile. Alors, être original et vouloir servir 3 objectifs à un mémoire. C'est d'abord servir la profession, faire des apports concrets, et ensuite, bien sûr, c'est montrer que le travail que j'ai effectué dans cette étude a été rentable pour le cabinet. Autre raison, c'est mon maître de stage qui m'a demandé une mission pointue sur un thème particulier, et ça fait tilt chez moi, sur l'ECF par exemple. Il m'a demandé de réfléchir à l'ECF. Je vous rappelle, pour des statistiques intéressantes, il y a eu à peu près 300-350 000 ECF en 2022-23 pour l'instant, ce qui est un score beaucoup plus impressionnant que celui qui était évoqué au cours du début de l'année 2022. On avait l'impression que ça ne démarrait pas. Et aujourd'hui, on a quand même des statistiques qui sont plus réconfortantes. Et autre cas, c'est le fait d'avoir assisté à une séance de formation organisée par l'ordre pour les mémorialistes, que l'animateur qui présentait nous a donné quelques idées de thèmes, et parmi ces idées de thèmes, il y avait à mes yeux toutes les conditions pour que je puisse évoquer ce thème que je vous présente aujourd'hui. Voilà différentes hypothèses, peut-être que vous avez d'autres hypothèses et j'en serais ravi, qui expliquent le fait que vous avez la possibilité de trouver la raison majeure qui justifie le thème de ce mémoire. Une fois que vous êtes arrivé à cette deuxième partie,
vous avez à évoquer tous les apports scientifiques. Alors, Madame, Messieurs, j'ai développé pour réaliser ce mémoire de nombreuses recherches que vous avez à travers ma bibliographie, mais je devais vous préciser que j'ai eu beaucoup de recherches sur la toile. J'ai mis des alertes un certain nombre de fois sur Google Alert. J'ai mis des alertes aussi sur d'autres moteurs de recherche comme Yahoo, comme Mossbot, comme Quant, où j'ai pu obtenir des alertes qui m'ont permis d'être parfaitement dans la mise à jour de mes relations livresques et Internet pour être le plus performant possible au niveau de la documentation. J'ai suivi des webinaires, j'ai suivi également beaucoup de sites comme celui d'abord de la CNCC, celui du CNOC, celui de H3C, celui de l'ANC et également, bien sûr, la parution hebdomadaire de SIC et la parution du magazine important des commissaires aux comptes. Car mon thème touche éventuellement, principalement, l'expert comptable, mais on ne doit pas ignorer tous les travaux réservés au commissariat. Voilà pour mes apports scientifiques. C'est la troisième partie de mon mémoire, de mon exposé. Je répète, première partie, cursus académique et professionnel. Deuxième partie, pourquoi j'ai fait ce mémoire. Et troisième, mes apports scientifiques. Et quatrième partie, la plus importante, Madame, Monsieur, je vais vous présenter mes apports techniques, qui sont des apports réservés à l'ensemble de tout le personnel comptable de toute entreprise, aussi bien les cabinets comptables que les services comptables des entreprises de toute taille, de toute dimension et de tout secteur, et mes apports professionnels qui, là, ne visent que la direction d'un cabinet comptable. Le mot professionnel traduit bien la volonté du mémorialiste de servir l'optique, la stratégie d'un cabinet. C'est pour ça que pour évoquer ces apports techniques et ces apports professionnels, avec votre permission, Madame, Monsieur, je vais découvrir avec vous les grandes parties de mon mémoire dans lesquelles je ferai ressortir les apports techniques et professionnels. Ça, c'est hyper important. Donc, vous déroulez, vous dites dans la première partie et vous mettez sur votre slide première partie du mémoire et vous situez les sections et les mots forts simplement des sections pour évoquer cette première partie du mémoire. Et vous dites bien souvent ceci, je sais que bien souvent la première partie a un côté qui n'est pas apprécié par le jury du mémoire, c'est le côté descriptif. Mais il me semble, même si j'ai voulu réduire au maximum le côté descriptif, on ne peut pas faire sans parler un peu de planter le décor, comme on dit, du sujet que je vous présente. Et en présentant le décor, on est bien obligé d'avoir une partie descriptive. Mais dans cette première partie, j'ai tout de suite voulu mettre en évidence le rôle fondamental de conseil de l'expert comptable. Ça, c'est hyper important, Madame, Monsieur, de répéter ça au jury que vous avez voulu faire ressortir déjà l'apport de l'expert comptable dans cette première partie. La deuxième partie, elle répond véritablement à ce que j'appelle la construction d'idées nouvelles ou d'apports nouveaux qui fait et qui est l'essence même d'un mémoire. Un mémoire doit présenter une nouveauté adaptée, adaptable au cabinet ou à une entreprise. Et c'est là où vous devez déployer toutes les forces nécessaires pour faire ressortir des apports techniques utilisables à tout niveau comptable et les apports professionnels que vous pouvez mettre en évidence en disant la stratégie du cabinet doit développer sa transition numérique, elle doit revoir son site, elle doit être véritablement un formateur et son rôle stratégique doit être de mieux former, de mieux informer et de mieux convaincre. Et ça, c'est la stratégie professionnelle
du cabinet que vous mettez en évidence. Et vous avez voulu apporter, grâce à une amélioration du site, grâce à une transition numérique réfléchie, grâce à tout un ensemble d'efforts, vous avez voulu coller finalement avec le congrès 2023 qui parle de la facturation électronique qui vient d'être communiquée les dates par la loi de finances projet 2024 présentée par les ministres de l'économie et qui ont donné avec un certain recul la date de début de l'obligation de la facturation électronique pour permettre à l'ensemble des entreprises et de leurs conseils d'être mieux préparés. Je salue cette idée, même si je considère que la facturation électronique est quelque chose qui va indiscutablement améliorer l'ensemble des informations, l'ensemble du travail. Il est vrai que beaucoup de personnes se réfugient derrière la facturation électronique pour dire qu'elle a été instituée pour lutter contre la fraude à la TVA. Non, c'est quelque chose qui est bien sûr pour la fraude à la TVA, mais il ne faut pas retenir que cela. C'est un des éléments forts de la facturation électronique, mais c'est pour tout l'ensemble des partenaires de la voie comptable, c'est-à-dire à la fois le dirigeant, le comptable, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, qui seront intéressés par la rapidité et l'augmentation de la qualité des informations. Alors, une fois que vous avez fait cet exposé, vous avez bien cadré votre exposé pour rester dans les 10 minutes. C'est-à-dire que vous avez mis à peu près 10 à 15 slides qui vous ont, et que vous avez appuyé, mais vous avez eu la précaution, parce qu'il peut y avoir des incidents informatiques, vous avez eu la précaution, et ça c'est bien, de pouvoir remettre un dossier papier, soit en mettant un slide par verso ou recto du papier que vous remettez, ou alors 3 slides ou 4 slides pour éviter d'avoir trop d'imprimés. À vous de voir si vos slides ne vont pas être obérés si vous les mettez à 2 sur la même feuille, mais vous savez que vous pouvez régler en impression par rapport au nombre de slides que vous pouvez mettre sur une copie. C'est à vous d'en juger le bien fondé. Alors, au cours de votre exposé, il ne faut pas être monotone. Il faut être un vendeur respectable et respecté, c'est-à-dire y mettre des intonations dans votre exposé et faire ressortir également les points essentiels. Ne pas vouloir dans une soutenance de 10 minutes, dans un exposé, pardon, vouloir tout dire, c'est ridicule. Il faut susciter les questions pour ne pas avoir à regretter d'avoir pas su orienter le jury vers les questions sur lesquelles vous êtes tout à fait en phase de très bien répondre. C'est pourquoi 10 minutes, c'est quelque chose qui passe vite. Ces 10 minutes, on va les répéter de multiples fois à travers le rapport qu'on va avoir individuellement, mais les rapports qu'on aura en groupe dès dimanche prochain, où vous aurez 20 minutes au total, parce qu'il y a beaucoup de monde, à faire 10 minutes d'exposé, et ensuite, vous allez avoir 10 minutes de questions par votre serviteur. Et je rappelle que les questions du jury découlent principalement de cette présentation que vous venez de faire. Et les principales questions, je vais vous les rappeler. La principale question, c'est, première question qui arrive 8 fois sur 10, vous avez vraiment l'impression, monsieur, que votre travail va servir la profession? Ça, c'est la question qui revient 8 fois sur 10. Deuxième type de question. Est-ce que vous avez l'impression que vous apportez des choses nouvelles? Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez fait une compilation de tout ce qui a été écrit et vous avez fait ce que j'appelle une synthèse, c'est-à-dire que vous avez non pas construit, mais vous avez décrit. Et ça, c'est pas ce que j'attendais de vous. Ensuite, madame, monsieur, est-ce que
vous avez également l'impression que votre mémoire, votre idée que vous avez développée sera rentable pour le cabinet. Alors là, vous répondez, Madame, Monsieur, je suis très heureux de cette question. Sachez que notre cabinet a mis en place depuis déjà quelques années une comptabilité analytique que je considère comme performante. Grâce à cette comptabilité analytique du détail, nous connaissons exactement pour chacun des intervenants, entre l'expert comptable et l'aide comptable, nous avons tous les tarifs d'intervention, combien ça coûte au cabinet. Bien, il est évident que quand on fait une mission et qu'on a l'évaluation du temps passé par chacun des collaborateurs selon le grade et selon le tarif horaire que ça représente, on a un prix de revient tout à fait cohérent qui nous permet de déterminer le montant de nos honoraires. Si je suis à titre personnel bénévole, bien souvent, à travers des missions que j'organise dans le monde associatif, quand je suis dans un cabinet, je ne suis plus bénévole. Je suis avec le cabinet comme motif important, c'est d'être rentable, c'est-à-dire que le profit est tout à fait normal et que nous devons dire que le profit, c'est la récompense du risque qu'ont respecté tous, mais sans exception, les chefs d'entreprise, parce que créer une entreprise, c'est prendre des risques, et avoir du profit, c'est la récompense des risques que vous avez su présenter et mieux calculer grâce au conseil de l'expert comptable. Alors là, je ne confondrai jamais, madame, monsieur, le profit avec le mot profiteur. Le profit n'est pas forcément profiteur associé. Le profit, c'est le gain général de l'entreprise qui va être réparti entre les réserves que nous allons garder pour autofinancer notre croissance et éventuellement une partie qui sera réservée à l'intéressement, qui est aussi une phase importante et qui est un sujet de mémoire formidable en 2023, pour apporter aux salariés des élans de motivation supplémentaires et aussi de pouvoir générer une nouvelle forme de rémunération moins taxée sur le plan fiscal pour les bénéficiaires, déductible pour l'entreprise et moins taxée sur le plan social. Tout ça contribue à améliorer l'ensemble d'un projet de mémoire et coller à l'actualité. Alors, ensuite, il y a bien d'autres choses à dire. Et moi, j'aimerais que votre exposé de 10 minutes se termine toujours par une citation qui soit à la fois une citation qui valorise l'expert comptable, si c'est un dossier uniquement expert comptable. Dans mes fiches techniques, je vous ai remis des citations d'experts comptables. Deuxièmement, vous pouvez avoir des citations qui correspondent à une citation d'un président de l'ordre, soit président de l'ordre des années précédentes ou président actuel. Avec tout l'estime et je dirais le respect que j'ai pour M. Canesi, il a fait beaucoup de citations pendant ces 2 ans. Mais M. Canesi n'a pas que des amis. Vous l'avez vu dans ma message tout à l'heure. Il a énormément d'adversaires. Et parmi les adversaires, il y a forcément des membres du jury. Donc, je voudrais que vous évitiez de parler de M. Canesi parce que vous risquez d'avoir un membre du jury qui est totalement en opposition avec lui et indirectement de vous donner un point négatif. Donc, évitez M. Canesi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant vous, les amis, autant que faire se peut, vous avez au moins un expert comptable, au moins un, mais bien souvent, vous en avez 2.
Et ces deux experts comptables, à 80%, sont syndiqués. Sont syndiqués à deux syndicats, ECF et IFEC. Actuellement, ECF est totalement divisé, alors que c'est un syndicat qui avait une notoriété hyper importante avant 2020 et qui a été donc élu normalement en 2020 par les votes sur Internet qui ont eu lieu en 2020 par tous les experts comptables sollicités. Il y a à peu près 90% de votants, ce qui n'est pas mal par rapport aux élections présidentielles ou aux élections législatives en France. Et les listes ont été présentées aux candidats, aux experts comptables, et c'est par rapport au nombre de voix de chaque liste que chaque liste a eu un nombre de postes attribués. Ça, vous devez le savoir. Et que c'est ECF qui a eu le plus grand nombre de voix, et c'est ECF qui s'est partagé environ 42 postes dans le Conseil national et 18 postes, je simplifie, pour IFEC. Ce qui veut dire que ECF est majoritaire, mais c'est un ECF divisé, parce que M. Canesi s'était engagé à être président pendant 2 ans, ce qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, M. Yannick Olivier, il a été élu à peu près aux mêmes dates que M. Canesi en 2020, et M. Yannick Olivier fait son mandat complet lui seul de 4 ans. Et Dieu sait s'il est très dynamique, ce M. Yannick Olivier. Très dynamique, ça ne faut pas l'oublier de le dire. Et qu'aujourd'hui, M. Canesi avait désigné M. Flao pour être son successeur au bout de 2 ans. M. Flao, qui est aussi un gars de l'Île-de-France, qui a un très gros cabinet, avec Canesi, ont pris des décisions qui n'ont pas plu à ECF Paris, et ECF Paris s'est mis en opposition dès le mois de décembre avec Canesi et Flao, et ont désigné un membre parisien pour être candidat à la présidence. Donc était candidat à la présidence du CNOC Madame Saint-Michel et Monsieur Flao, qui étaient tous les deux candidats. Et comme l'IFEC a décidé de voter pour Madame Saint-Michel, vous avez bien compris qu'en conséquence, lors du vote assez surprenant, Monsieur Flao, qui s'attendait sans aucun problème à prendre la succession de Monsieur Canesi, comme ça avait été décidé par l'ECF complet en 2020, il a essuyé une défaite relativement importante que beaucoup n'arrivent pas d'ailleurs à comprendre encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Paris a pris la mainmise sur le Conseil national des experts comptables, avec Madame Saint-Michel et surtout Monsieur Laurent Benoudiz et Monsieur Tocaz, qui sont des gens très dynamiques, que j'ai toujours appréciés vraiment depuis des années. Là, je suis assez surpris et je n'ai pas mon opinion à donner là-dessus. Moi, je considère que tous les gens qui s'investissent pour la profession apportent quelque chose. Et là, j'avoue que je suis très surpris, puisque vous avez vu que la partie CNOC Paris portait plainte contre Monsieur Canesi et l'ensemble de ses colistiers. Donc ça fait partie de choses que je n'aurais jamais voulu voir et que je n'aurais jamais pensé un jour arriver avec ce syndicat. Moi, j'ai du respect pour le syndicat, aussi bien pour l'IFEC et ECF. J'ai beaucoup d'amis d'un côté comme de l'autre et j'ai jamais critiqué l'un et l'autre. Ils sont tous les deux pour favoriser les professions d'experts et de commissaires. Ils ont quelquefois, comme un GPS, un itinéraire différent, mais ils ont le même objectif, servir, améliorer le sort, la notoriété, la capacité d'exercice de nos deux métiers. Et je dis bravo à ces syndicats. Alors, quand je dis il faut terminer par une citation, je vous ai dit que vous avez des propositions de citation concernant l'expert et le commissaire aux comptes, parce que vous allez me dire, pourquoi vous dites commissaire aux comptes? Ben si, il y en a un certain nombre, comme Laurence par exemple, qui a fait un dossier sur le commissaire aux comptes complet. Hein, elle n'a pas oublié que vous avez le droit de faire un dossier sur le commissaire aux comptes pour devenir expert comptable. Il est évident qu'il serait logique que notre ami Laurence termine par une citation de Yannick Olivier. Ce serait formidable qu'elle la trouve, qu'elle recherche sur Google Alert les citations de M. Yannick Olivier.
ou qu'elle aille sur le... il envoie beaucoup de courriels que je vous fais parvenir, Yannick Olivier. Il y a quelquefois des phrases extraordinaires qui veut démontrer le rôle accompli, le rôle décisif du commissaire aux comptes. Eh bien, Laurence, moi, si j'étais Laurence, ou d'autres qui ont une dominante commissaire, je chercherais dans les courriels de M. Yannick Olivier, je chercherais une phrase qui correspond mieux au tempérament du commissaire aux comptes que M. Yannick Olivier veut découvrir. Alors, au cours de cet entretien, que vous allez avoir au maximum 50 minutes, mais il y en a qui ont dépassé même 50 minutes, mais la plupart c'est 45 minutes, hein, je vous le dis, parce que le jury doit faire passer des candidats toutes les heures. Et il y en a, et surtout en l'après-midi, il y en a qui ont des trains ou des avions. Alors là, vous pouvez être certain que ceux qui sont convoqués à 15h30 jusqu'en principe 16h30, bien souvent, leur soutenance est écourtée parce que les mecs, ils ont pris une correspondance train ou avion assez rapprochée de la sortie envisagée à 16h30 et ils n'ont pas du tout intérêt à prolonger. Par contre, le matin, il y a quelquefois des gens qui conservent le jury avec un décalage qui se retrouve vers midi. On a plus tendance à faire parler les gens davantage le matin que l'après-midi. Je répète, c'est un peu banal ce que je dis, pour des raisons de correspondance pour ceux qui viennent de loin. N'oubliez pas que les jurys sont réservés à des professeurs d'université français ou qui sont en relation avec la francophonie. Donc on peut avoir un professeur d'université du Cameroun, on peut avoir un professeur d'université du Bénin, qui est en harmonie et qui fait partie des groupes des professeurs d'université francophones et qui connaissent bien sûr la plupart Monsieur Château ou autres. Bon, voilà, ça c'est les professeurs. De l'autre côté, vous avez des experts comptables diplômés et non pas aux hormones. Hein. Ils sont tous diplômés, ils ont tous normalement passé soit le DEC classique ou pourquoi pas le DEC VAE. Monsieur Boulanger, qui a été, le Boulanger, je crois que c'est son nom, qui a été le premier candidat à DEC VAE, mais qui sortait de l'ENA, il y avait un CV impressionnant. Il est membre du jury du DEC VAE, il est membre du jury du DEC traditionnel. Je vous dis ça pour ceux qui m'ont posé la question, est-ce qu'on connaît les membres du jury? J'en connais plusieurs, Monsieur Château, Monsieur Bourdieu, qui sont les principaux qu'on rencontre au moins 20 fois au cours d'une session, car c'est le président, le secrétaire pédagogique. Donc tous les articles qu'ils ont réalisés sur la revue française de comptabilité, vous devez les repérer, Château, vous devez repérer les articles de Boulanger, vous devez repérer les articles de Bourdieu, qui n'en a pas très souvent, mais il y en a, et vous devez repérer les articles de Kader. Kader, c'est son prénom, et il a énormément de présence aussi au jury DEC pour les soutenances. C'est un gars qui travaille à l'ENOS. D'ailleurs, la plupart des intervenants NOS sont la plupart des membres du jury du DEC, pour ceux qui connaissent les intervenants, bien sûr, de l'ENOS, que vous avez peut-être déjà rencontrés dans vos formations. Je n'ai rien à dire sur ces différents, je dirais, formateurs qui font leur travail, la plupart d'entre eux, très sérieusement. Alors, tout ça pour dire que au cours de l'interrogation, il va falloir que vous fassiez attention à ne pas être perturbé par le non-verbal, qui est quelquefois destructeur de certains membres du jury. Ça veut dire quoi, le non-verbal? C'est le jury qui regarde en l'air, le jury qui regarde sa montre, le jury qui regarde ses messages. Ça, j'avoue franchement que c'est intolérable à mes yeux. Mais malheureusement, il y en a qui se fichent carrément de ce qu'on peut leur recommander. C'est les règles de bonne conduite. Vous n'allez pas aller rencontrer un monsieur ou une dame pour un travail important ou un dossier important et pendant le déjeuner ne faire que regarder votre mobile. Ce serait vraiment
une impolitesse impressionnante et le repas ne durerait pas jusqu'à la fin. Ça, c'est pas possible. Surtout pour un sujet dans lequel, eh ben, pour un mémoire qui est une épreuve officielle qui engage le candidat dans sa vie professionnelle de manière impressionnante, vouloir faire passer des mémoires et regarder son mobile, c'est vraiment un carton rouge. C'est un carton rouge. Le non-verbal, c'est-à-dire regarder le ciel, il y en a, c'est pour s'amuser à démontrer qu'ils ne vous écoutent pas alors qu'ils vous écoutent. C'est ce que j'appelle un carton jaune. Un carton vert, c'est quelqu'un qui a, bien sûr, une très bonne écoute, qui vous regarde et qui vous écoute, qui n'a pas de mobile, qui a ses deux mains sur le bureau, qui parcourt quelquefois des notes qu'il a mises sur votre mémoire. On voit qu'il a votre mémoire papier, il a fait des postiches pour certaines pages du mémoire. C'est quelqu'un qui a lu votre mémoire et qui va vous interroger sur une phrase de la page 23, pourquoi vous avez dit ça. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait sérieusement son boulot. Ça représente, allez, 30% des jurys. J'ai bien dit, ça représente 30% des jurys et pas 100%. Il y en a à peu près 40% qui ont parcouru le mémoire, qui ont fait semblant sur une feuille blanche de marquer quelques questions, mais qui n'ont pas lu franchement complètement le mémoire. Et ça se sent quand vous passez la soutenance. Pourquoi ça se sent? Parce que le jury vous pose que des questions d'ordre général, que n'importe qui pourrait poser en ayant le titre du mémoire. Le véritable jury qui a travaillé votre mémoire, c'est celui qui dit « S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez aller à la page 62, j'ai pas compris la phrase suivante » et il relit la phrase et il vous demande de la préciser. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un boulot sérieusement. Et je répète, 30%. Le reste, ils n'ont pas lu totalement le mémoire. Et ça, c'est grave. Je sais que c'est grave, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Cependant, vous savez, si les honoraires pour les copies sont très faibles, je vous ai donné à peu près entre 4 et 5 euros par copie quand vous passez une demi-heure, ne veut pas dire que vous avez gagné beaucoup d'argent en corrigeant des copies. Par contre, pour un mémoire, sans compter les frais d'hébergement et de déplacement, ça tourne entre 650 et 700 euros par mémoire. Alors le gars qui a 5 mémoires dans la journée, il a quand même bien gagné sa journée, plus les frais de déplacement, les frais de restauration du matin ou du soir, s'il est arrivé le soir, par avion ou par train, etc., etc. L'hôtel, tout est pris en charge, il se fait rembourser des frais. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je considère qu'il faut que vous composiez avec ces idées-là. Et que malheureusement, et c'est le malheureusement que je vais vous expliquer maintenant, il existe des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas rester neutre. Exemple, vous avez été interrompu au bout de 2 minutes, au moment de votre exposé. Il vous a interrompu pour le dire, etc. Et ensuite, il vous a redemandé de prendre la parole et il vous a interrompu une seconde fois. C'est une attitude qui est répréhensible et qui est contraire aux modalités du jury. Donc, vous subissez le sarcasme de ces jurys cassants et que faites-vous? Vous ne dites rien, vous allez écouter maintenant après avoir été interrompu 3-4 fois. Il y a même des gens qui ont poussé le bouchon, c'est là que c'est encore plus grave, en disant « Bon monsieur, au bout de 2 minutes, bon, ça va, on a compris votre exposé, on ne va pas vous laisser parler plus longtemps, on va tout de suite aborder les questions. » C'est interdit. On doit laisser parler le candidat 10 minutes sans l'interrompre. Donc, vous allez me dire, que je dois faire si j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été déconsidéré? Eh bien, à la fin de l'épreuve, vous allez aller vers l'appariteur qui vous a amené et vous allez lui expliquer que vous souhaitez voir une permanente du siècle. Je dis une permanente parce que la plupart sont des femmes, une permanente du siècle. Elle va vous recevoir dans un petit bureau près de la salle d'attente et vous allez lui raconter ce qui s'est passé.
elle va demander de rester là et elle va aller solliciter un membre du jury national. Ils sont au moins 2 présents à chaque journée d'interrogation. Ils sont 11. Mais M. Chatefaux ou M. Bourdieu, le secrétaire pédagogique et le président, ils sont là 90% du temps des mémoires. Donc ils sont là en permanence. Et une fois que la paritrice et la permanente a pu voir le représentant du jury national, elle va venir vous demander d'attendre encore un petit peu. Monsieur Chatefaux ou Monsieur Bourdieu ou Monsieur Tartampion va venir à votre rencontre dans quelques minutes. Et là, vous allez faire un procès-verbal. Ils vont vous faire signer un procès-verbal qui sera présenté au jury national pour évoquer le fait que vous n'avez pas, et on verra comment le jury, mais bien souvent le jury national n'attend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a eu communication après l'entretien qu'il a eu avec vous, il va tout de suite aller voir les 2 membres du jury. Il va aller demander entre deux candidats, il va aller les voir et il va leur demander des explications. Et il est évident qu'à travers les explications et tout ce que vous avez dit, le président de jury va faire son propre rapport journalier sur l'incident qu'il a vécu avec monsieur Untel, candidat numéro Untel, et le jury numéro Untel présenté par madame Tartampion et monsieur X. Voilà comment je vous conseille. Alors ça, c'est l'incident de l'exposé. Mais il y a d'autres formes d'incidents. C'est quelquefois des allusions racistes ou religieuses. Et ça, les amis, c'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de coach, à travers les confidences de mes auditeurs. Je prends l'exemple d'une très brillante candidate marocaine qui malheureusement, et je suis de tout cœur avec les Marocains aujourd'hui qui sont dans la plaie, dans la douleur avec ce qui s'est passé à Marrakech. Je voudrais rappeler que j'ai une candidate marocaine qui a expliqué un certain nombre de choses et le jury, un des membres du jury, totalement raciste, a dit « mais je comprends très bien madame, c'est vrai que dans votre pays vous êtes en retard et en conséquence je comprends très bien vos allusions ». Rien que ça, c'est un dénigrement d'un pays et ça, on ne peut pas l'accepter. Et ces propos-là doivent être rapportés dans les mêmes procédures avec ça, parce que cette fille, elle m'a appelé à l'issue de son exposé, elle était en pleurs, en disant « je ne comprends pas pourquoi il m'a dévalorisé tout au long de mon exposé ». Je lui ai dit « ma chère, est-ce que tu t'es défendue ?» Elle dit « oui, j'ai fait comme tu m'as dit, je me suis défendue, j'ai tenté de démontrer le bien fondé de mes propos. » Ben, je dis « si tu t'es bien défendu, malgré tout ce que tu crois, tu vas gagner. » Eh bien, elle a gagné puisqu'elle a eu 11. Mais malgré tout, à l'époque, je ne conseillais pas de voir l'appariteur. Maintenant, je vous le conseille. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait un article sur LinkedIn et transmis à votre attention, sur lequel je vous explique comment il faut faire pour situer l'incident. Autre forme d'incident, c'est le fait que le jury critique, et ça c'est malheureux mais ça arrive, critique le fait qu'on vous ait agréé par un 4-1 en disant que c'est un 4-1 qui n'était pas justifié. Alors là, c'est une grave faute, car le jury, quelle que soit la façon dont le 4-1 a été décidé, doit absolument respecter le 4-1 et ne faire aucune allusion à, je dirais, un 4-1 aux hormones, en disant « vous avez eu un 4-1, mais moi, j'aurais jamais donné 4-1 à votre notice ». Eh bien, là, c'est quelque chose qu'il faut rapporter, car ça va vous porter préjudice. D'ailleurs, vous allez le voir, ce mec ou ce jury, il va vous mettre un 8,
et puis il va vous marquer « Refaire une notice et un nouveau mémoire ». Alors là, c'est quelqu'un, parce que n'oubliez surtout pas que le 4.1 est obligatoirement à respecter par les membres du jury. Il a l'obligation de solidarité avec l'examinateur. On n'a pas à critiquer qui que ce soit. Et cette façon d'appréhender lors d'un oral est répréhensible, je vous le dis. Et écoutez-moi, vous ne faites pas, je dirais, de vengeance, vous ne faites pas de communication, je dirais, virulente, vous ne faites que rapporter un fait qui est un fait répréhensible et qui doit être noté par la présidence du jury. On n'a pas à critiquer le 4.1 qui a été donné ou le thème d'un mémoire qui a été agréé. Ce qu'on peut critiquer, c'est que le développement du mémoire ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait à travers la notice. Ça m'est arrivé aussi. Il y avait énormément de choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui avait été annoncé dans la notice. C'est pourquoi je reviens sur quelques petites astuces. Il faut toujours montrer une certaine déférence par rapport au jury, ne jamais montrer une impulsion quelconque, mais gardez en vous s'il y a manifestement des comportements qui sont des comportements répréhensibles, c'est pas la peine de vous énerver avec le jury. Vous restez calme, mais vous êtes aussi déterminé en sortant pour aller rapporter tout ce qui s'est passé normalement auprès de la permanente d'abord du siècle, qui ensuite fera le nécessaire auprès du jury national. Quelques petites astuces, c'est que dans chaque mémoire que j'ai eu à superviser, j'ai toujours fait une note préliminaire. Cette note préliminaire reprend quoi et sert à quoi? Eh bien, prenons plusieurs hypothèses. Le candidat a fait une notice, il a eu un 4.1 du premier coup. Bravo. Mais dans ce 4.1, il y a eu quand même quelques recommandations et quelques conseils. Eh bien, la note préliminaire, ça consiste à remercier monsieur ou madame Untel qui a eu le plaisir d'expertiser votre notice et de vous l'agréer, mais qu'en un mot, vous avez aussi suivi ses conseils et recommandations. Donc, vous faites un tableau que vous mettez en 2 colonnes. La première colonne, c'est les conseils et recommandations de l'examinateur de la notice, et de l'autre côté, les réponses appropriées par le mémorialiste. Et vous mettez en face de chaque remarque ce que vous avez finalement décidé pour répondre à ces remarques. Et à la fin, vous dites que, une fois que vous avez rempli avec toutes les remarques et recommandations du jury, vous mettez à la fin que tout ce que vous avez fait, ça a été pour servir la profession et que l'ensemble de ces travaux vous permet de prévoir, de renforcer la qualité de votre mémoire. Pour ceux qui m'ont suivi, je vous renvoie à chaque fois des modèles de notes préliminaires. Ça, c'était l'hypothèse où vous n'avez pas eu de problème pour avoir votre premier 4.1. Par contre, il y a des candidats qui ont affronté une certaine exigence d'un jury et qui ont eu d'abord un 4.2 et ensuite un deuxième 4.2 et ensuite un 4.1. Eh bien là, c'est très important, la note préliminaire. Vous devez donc remercier monsieur ou madame Untel qui, par ces 3 expertises, vous signez 3 expertises, vous a permis de pouvoir améliorer la présentation de votre notice et de pouvoir être agréé et de pouvoir présenter ce mémoire. En conséquence, madame Untel nous a fait un certain nombre de propositions. Alors vous, comme vous avez eu 2 4.2,
Au premier 4-2, vous avez déjà répondu par une note préliminaire conseillée par Francis pour confirmer la possibilité d'avoir un 4-1. Donc vous avez repris toutes les critiques et conseils lors du premier 4-2 et vous avez renvoyé une première note préliminaire. Désolé, cette deuxième envoi, et ça m'est arrivé, rarement mais ça m'arrive quand même, a accompli l'arrivée d'un deuxième 4-2. Ce deuxième 4-2 avec des recommandations confirmées, mais aussi des conseils nouveaux. Et bien là, vous refaites donc une deuxième envoi de notice, un troisième envoi, puisque vous l'avez déjà envoyé une fois, vous l'avez envoyé une deuxième fois pour le premier 4-2, et vous le renvoyez une troisième fois pour le 4-2 numéro 2. Eh bien, vous avez repris les nouvelles observations ou confirmations et vous avez répondu par une note préliminaire. Et là, après quelques fois, comme c'est arrivé pour certains d'entre vous, après plusieurs semaines, parce qu'il y en a qui répondent tout de suite, mais il y en a qui s'en fichent carrément, certains jurys, malgré que le fait que le jury doit répondre dans le mois, il y en a qui s'en foutent carrément, ils répondent au mois d'août. Alors, ils répondent au mois d'août et quelquefois, il y en a qui n'ont même pas encore répondu à un 4-2. Pour ça qu'il y a un candidat qui n'a pas pu présenter, je dirais, son travail, puisqu'il a envoyé son 4-2 début juillet, et vers le 15 août, il n'avait toujours pas de réponse. Il n'a pas pu faire son mémoire pour le mois d'août, puisque rien, et il n'a toujours pas reçu le 4-2 ou le 4-1, puisqu'on ne sait pas. Quand vous avez eu un 4-2, vous avez répondu, mais après, vous ne savez pas si le gars va confirmer votre 4-2 ou s'il va vous faire un 4-1. Alors, revenons dans l'hypothèse où vous avez enfin obtenu un 4-1, et là, le gars ne s'est pas contenté de dire « oui, vous avez tout respecté », non, il s'est contenté de recommencer à vous raconter d'autres conseils. Donc, vous reprenez les dernières informations communiquées dans le 4-1 et vous refaites une note préliminaire. Mais vous rappelez dans la note préliminaire les deux notes préliminaires que vous avez effectuées lors du premier 4-2. Vous mettez rappel, note préliminaire à l'issue du premier 4-2, rappel en bas, note préliminaire à l'issue du deuxième 4-2. Parce que vous êtes devant deux membres du jury. A priori, vous avez 90%, je n'ai pas dit 100%, vous avez 90% de chances de récupérer celui qui vous a agréé. Mais l'autre, vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, ils ne se connaissent pas, ils se connaissent le jour où ils arrivent à Arcueil. En dehors de ça, ils ne se connaissent pas. Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, je trouve ça complètement débile. On devrait être informé dès l'envoi des convocations aux membres du jury avec qui vous faites équipe. Malheureusement, c'est encore des traditions totalement ancestrales qui m'agacent, parce que quand vous arrivez en tant que membre du jury à 8h30 à Arcueil, vous dites voilà, eh bien oui, vous avez le dossier avec tous les noms des gens qui seront avec vous, de telle heure à telle heure, et puis on vous dit oui, ben vous êtes avec monsieur Durand, vous savez, c'est le monsieur qui est là-bas, c'est le monsieur qui est là-bas tout au fond. Ah bon? Et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer que c'est comme ça. Avouez franchement que c'est quelque chose que je considère comme complètement débile de faire comme ça, alors qu'on devrait dire à chaque membre du jury, voilà votre partenaire, et son numéro de téléphone, et discuter avec lui au cours de l'examen de votre mémoire, de discuter avec lui pour savoir si tout va bien à ce niveau-là. C'est malheureusement quelque chose qui est absolument important de revoir. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez éventuellement bien réfléchir à cette note préliminaire qui est un moyen de pouvoir découvrir avec le jury toutes les modifications et respects que vous avez fait. Ça, c'est un signe pour moi déjà positif pour votre soutenance. Ensuite, autre conseil, vous devez éventuellement préparer actuellement, mais sûrement, je l'ai dit tout à l'heure, votre
diaporama. Vous devez avoir déjà recherché votre citation. Vous devez également avoir les réponses toutes faites sur les questions fréquentes d'un mémoire, qui est de servir la profession, apport concret et surtout rentabilité. Et vous avez toute votre réponse faite grâce à cette possibilité d'avoir le moyen d'avoir une comptabilité analytique. Vous devez connaître le nom des principaux présidents des instances de la France, CNOC, CNCC, H3C et ANC. Et pour les amis qui viennent d'un pays étranger, le nom du président de l'ordre du pays. Et pour les amis qui viennent de l'outre-mer ou de la métropole française, le nom du président expert comptable de votre région et le nom du président commission régionale, commissaire aux comptes. Vous devez connaître ces 6 noms minimum ou 5 noms pour nos amis étrangers par cœur. Et vous avez le droit d'avoir des penses-bêtes. Et je dis la même chose pour mes DEC, VAE. Vous avez le droit d'avoir des penses-bêtes. Et ça, c'est important d'avoir ces penses-bêtes. Ensuite, les amis, vous avez à connaître éventuellement aussi 2 noms qui me paraissent fondamentaux dans l'économie. C'est le problème de la Cour des comptes, M. Alain Moscovici, et de la Cour de la Chambre constitutionnelle du Conseil constitutionnel, là j'ai fait un petit lapsus sur le terme, c'est M. Laurent Fabius. Si vous avez la possibilité de présenter une petite fiche avec vous, vous avez le droit d'avoir des penses-bêtes. Et j'avoue que c'est ridicule, les gens qui disent « mais tu sais, quand tu passes une soutenance, tu viens avec ton mémoire et c'est terminé ». Non, vous venez avec votre mémoire et vous mettez des postiches un peu partout sur votre mémoire pour démontrer que vous l'avez bien lu et que vous avez éventuellement des pages préférentielles sur lesquelles on peut vous interroger, mais vous avez de quoi répondre. Ça, c'est à vous. Mais vous avez le droit d'avoir avec vous, par exemple, une fiche qui s'appelle une chemise qui est les présidents actuels. Vous avez un pense-bête où vous avez mis simplement les thèmes de votre soutenance, parce que ce qui est répréhensible le jour d'une soutenance, c'est le gars, moi j'en ai lu, hein, qui vient avec son papier et qui lit son papier. Et moi je lui répondais souvent, mais monsieur, quand vous allez voir un client, vous venez avec votre papier comme ça, ben, comment voulez-vous que on puisse vous accorder la soutenance? Comment voulez-vous vous imaginez, vous, hein, venir avec son papier pour lire? Non, vous avez le droit d'avoir un pense-bête, c'est-à-dire la ligne directrice de votre exposé, mais là, on est en train de vous voir, là, nous, on est de l'autre côté, on voit que vous lisez complètement votre exposé. Là, monsieur, madame, on est incapable de vous donner cette soutenance. On n'a jamais vu ça à un niveau Bac+8. C'est inimaginable que vous ne sachiez pas, etc. Alors, retenez bien le principe de l'intonation, retenez bien le principe, quand vous arrivez devant le jury, des attitudes qui sont... Alors, quand vous voyez le jury qui est très sympathique, vous pouvez tenter de mettre la main, c'est-à-dire d'avancer la main pour serrer la main. Parce qu'on n'est plus à l'école primaire, on n'est plus au CAP, hein, on est avec des adultes, hein, il y en a même qui sont beaucoup plus vieux que les membres du jury. Alors arrêtons quand même d'avoir une attitude qui soit l'attitude de gamin ou de gamine. Non, on est entre adultes responsables, on a des niveaux qui sont semblables, même si l'un n'a pas encore eu le sacre du diplôme. N'oubliez pas que les membres du jury sont des membres qui représentent l'État et qui sont désignés par des personnes pour représenter l'État. Car quand on est membre d'un jury, on représente l'autorité de l'État. Ça, c'est important de vous le répéter. Bien, est-ce que vous avez
des questions à poser, sachez que lors de rendez-vous individuels, par rapport au thème des mémoires que je connais bien, je vais vous présenter une soutenance que je considère comme indicative de 10 minutes. Chacune et chacun qui suivent mes cours au niveau du DEC, soutenance et autres, auront une soutenance blanche de votre serviteur sans aucun problème. Je vous rappelle que toutes les vidéos que nous faisons, vous devez les conserver en les enlevant de Skype et de faire soutenance avec Francis et de coller les vidéos que vous allez faire avec moi individuellement et collectivement pour dimanche prochain, de les coller avec les dates respectives pour les revoir. Avez-vous, avant que je passe quelques instants avec les exposés dont beaucoup de points sont communs avec le DEC soutenance, avec mes amis de DSCG et de DEC VAE. Est-ce que vous avez, vous, les DEC traditionnels, des questions à me poser? J'attends que vous me posiez des questions. Est-ce que c'est clair? Vous avez le droit donc de venir avec des biscuits. Vous avez le droit de venir présenter votre travail avec des dossiers. L'idéal, voyez-vous, c'est d'avoir, pour montrer que vous êtes des gens qui suivez l'actualité. Moi, j'aurais une chemise avec moi qui s'appellerait Revue française de comptabilité et je mettrais les 3 dernières revues françaises de comptabilité dans cette chemise. Ensuite, j'aurais éventuellement, selon le sujet, j'aurais bien sûr mon mémoire papier avec des postiches pour montrer tout ce que j'ai travaillé. J'aurais aussi préparé éventuellement, selon la page qui me paraît importante, sur des petits feuillets que j'ai ajoutés dans mon mémoire, des réponses possibles que Francis m'a données lors de nos entretiens qu'il a eus avec nous dès le 11 septembre, c'est-à-dire demain, jusqu'à le matin même de ma soutenance, parce que Francis, pour ceux qui ont des convocations à partir du 13 novembre, du 15 novembre jusqu'au mois de décembre, Francis il propose toujours un rendez-vous le soir de votre passage et le matin. Certains disent « je préfère que le soir, le matin non ». Certains disent « je préfère le soir et le matin ». Certains disent « je préfère que le matin ». Et voilà. Il n'y a jamais personne qui a dit « je préfère rien ». Donc, il n'y a jamais personne. Mais je laisse le soin. Et on répète. Et ça, c'est hyper important. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez bien comprendre, c'est que le jury va être très attentif à la qualité de votre réponse et il doit, pour donner le titre d'expert comptable, aussi bien pour les DEC, DSCG ou DEC traditionnels, vous devez montrer que votre mémoire est du niveau de l'expertise comptable. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui font un mémoire, ils ont l'impression d'avoir fait un mémoire extraordinaire, et pour définir, on se rend compte que c'est un mémoire qui n'est même pas du niveau du DCG, tellement ils ont laissé apparaître de nombreuses insuffisances au niveau de leur apport. Leur apport n'est pas d'un niveau d'expert comptable. Il y a des apports qui sont d'un niveau nettement inférieur. Et c'est à vous, alors là, c'est évident, c'est à Francis qui a eu donc des dossiers à faire monter. Je prends un exemple d'une personne qui va se reconnaître. Elle avait fait un mémoire que je considérais comme pas du tout du niveau. Hein, elle a refait un mémoire avec moi. Ça fait 2 ans. Elle a fait un excellent mémoire avec moi. Elle a relevé le niveau. Elle est contente. Hein, elle est parmi nous, là. Elle est parmi nous. Et elle a fait un mémoire qui est vraiment du niveau de l'expertise. Là, le mémoire qu'elle avait fait, c'était un niveau que je considérais comme un rapport de stage. Je lui ai dit d'ailleurs. Ne confondez pas un rapport de stage qui est une description avec une construction comme cette jeune dame a fait avec moi et qu'elle a refait de A à Z. Elle a passé du temps, vous savez, parce que je lui ai fait refaire tout son mémoire de A à Z. Et ça, c'est très important. Alors, pour terminer, j'aimerais faire une petite parenthèse
avec nos amis VAE, DSCG et VAE, DEC. Je rappelle que vous avez, vous, un quart d'heure, contrairement à nos amis DEC traditionnels. Mais contrairement à un DEC traditionnel, vous, votre document de base, c'est le livret 2, aussi bien pour les DSCG que pour le DEC. Certains ont tout préparé pour le livret 2, c'est-à-dire ils passent toutes les épreuves du DEC, et d'autres en DSCG ont tout préparé également, ils passent les 7 UV. Ils ont donc fait un remplissage détaillé d'un référentiel, comme on dit, dans lequel on lui précise dans le référentiel tout ce qu'il doit avoir fait, et il doit préciser ce qu'il a vraiment fait et justifier par des attestations ou des annexes ce qu'il a fait. Mon intervention d'aujourd'hui, c'est d'expliquer comment l'exposé se passe. Il est évident qu'il se passe avec les mêmes remarques, c'est-à-dire présenter le dossier avec votre nom, votre pays ou votre région. C'est le premier slide. Le deuxième, c'est le cursus académique et professionnel. C'est aussi bien pour les DSCG que pour les DEC. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, c'est ça la différence. Après avoir parlé du cursus académique, et vous dites bien, je sais très bien, comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, que ce n'est pas l'importance du cursus académique qui est déterminant aujourd'hui, c'est la richesse de mes expériences professionnelles en corrélation avec les exigences de l'examen que je prépare qui est la plus déterminante. Donc vous allez balayer rapidement le cursus académique et insister sur vos expériences professionnelles. Et ensuite, c'est là où vous devez faire preuve à travers des fiches techniques que je vous ai envoyées. C'est pourquoi j'ai choisi la VAE. Pourquoi j'ai choisi la VAE? Parce que la VAE repose sur des compétences, sur une expérience professionnelle que j'ai de plus de 20 ans, que je considère que c'est un atout pour un examen VAE, que la richesse et la variété de mes expériences me permettent de balayer au moins là 50% de toutes les UV que je présente aujourd'hui, aussi bien au DEC qu'au DSCG. Et ensuite, une fois que vous avez expliqué pourquoi vous avez choisi la VAE, et vous l'avez choisi également par les incitations gouvernementales françaises, et vous l'avez également suivi par l'acceptation par le ministère que les amis de territoires étrangers puissent présenter également la VAE DSCG et la VAE EEC. Ça ne remonte pas au siècle dernier, ça remonte, voici 2 ou 3 ans, en 2021, ça a été décidé par le forcing de votre serviteur qui a noyé de mail et de mail en disant cela. Ce que je critique, c'est que pour nos amis étrangers, aussi bien DEC traditionnel que pour DEC, VAE ou DSCG, VAE, qu'on ne doit pas exiger que les travaux que vous avez présentés ou les travaux que vous avez décrits dans votre mémoire soient en relation avec directement le territoire français. C'est un ridicule sans nom que certains membres du jury DSCG l'an dernier en VAE ont refoulé des candidats parce que leur expérience qu'ils décrivaient avait eu lieu dans leur pays et non en France. À quoi sert-il donc que l'on donne l'autorisation à des amis étrangers de composer la VAE en leur demandant de montrer que tout a été réalisé en France? C'est quelque chose d'absolument insupportable et j'aimerais que la présidente ou les présidents des jurys académiques pour le DSCG et que la présidente nationale du DSCG fasse bien diffuser les informations pour éviter qu'on exige que les candidats qui viennent du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso
apportent la précision qu'ils ont réalisé leurs expériences en France. C'est quasiment impossible d'avoir ce candidat-là qui obéit à des exigences totalement hors la loi par rapport à la décision du ministre des universités. Ça, c'est hyper important. J'aimerais aussi que dans votre exposé, ensuite, une fois que vous avez expliqué pourquoi vous avez fait le choix de la VAE, donc ça vous donne 1 minute pour le cursus académique, 1 à 2 minutes pourquoi vous avez fait la VAE. Ensuite, par rapport au nombre d'expériences que vous avez, il faut 2 à 3 minutes pour préciser les expériences professionnelles et les essentiels que vous avez pu remplir dans le livret 2. Et ça, c'est hyper important. Hein. En effet, c'est hyper important, car vous n'oubliez pas que l'important, c'est la qualité de vos expériences professionnelles par rapport aux 3 UV pour le DEC et aux 7 UV que vous avez pour le DSCG. Et ensuite, vous allez rentrer dans le référentiel de chacune des UV. Alors, pour le DSCG, il faut réserver au moins 1 minute, 1 minute, 1 minute au moins pour chaque UV pour le DSCG, où vous insistez sur les points forts des attestations ou des annexes pour remplir les UV1. Vous vous appuyez également sur les conclusions et vous rappelez et vous apprenez et vous avez avec vous dans votre exposé les idées maîtresses de votre conclusion que vous avez fait pour chaque UV du DSCG. Et ça va marquer des points. Et vous avez également votre diaporama qui suit le même raisonnement, c'est-à-dire le diaporama pour les DSCG, c'est nom, prénom, pays, région. Ensuite, c'est cursus académique et professionnel, rapide. Ensuite, c'est mes expériences professionnelles avec éventuellement 2 slides. Et ensuite, c'est le problème de chaque UV. Alors là, vous avez au moins 7 slides pour votre présentation DSCG. Donc, vous arrivez presque à 10 avec ça. Et réservez et au moins 3 à 5 slides selon l'importance de votre UV. Et l'UV qui est la plus importante, c'est l'UV3 et l'UV2. Et l'UV1 qui est le référentiel qui a le plus de lignes. Parce que en VAE, on doit tenir compte de votre appétence par rapport à la réglementation professionnelle. On doit mesurer que vous êtes vraiment déjà dans le cœur de l'expertise ou dans le cœur du cadre comptable pour les DSCG ou dans le cœur du commissariat pour ceux qui ont beaucoup de commissariats dans leurs activités. Et vous devez toujours terminer par une citation qui valorise soit le métier d'expert, soit le métier de commissaire aux comptes, ou les deux, vous pouvez m'en mettre 2, ou soit la VAE. Je vous ai mis dans mes fiches techniques des citations pour l'expert, des citations pour le commissaire et des citations sur la VAE. J'ai trouvé qu'il y avait des citations sur la VAE de qualité exceptionnelle. Et j'ai pensé qu'il était intéressant de vous les communiquer. Alors, voyez-vous, je connais bien mon groupe DEC traditionnel. Je connais bien mon groupe DEC VAE. Je connais bien mon groupe DSCG VAE. Et je vous le dis avec toute ma sincérité, ma franchise, ma détermination. Vous avez toutes les ressources pour être reçu à toutes les épreuves. Vous êtes absolument des candidats d'une très grande valeur. Et j'avoue que c'est impressionnant pour moi d'avoir au fond de moi-même le jour de janvier ou de décembre pour les DSCG, VAE, où j'aurai sur la liste des admis tous mes candidats. Et sachez qu'avec tous les travaux qui nous restent à faire, c'est-à-dire
la répétition avec des questions qui seront différentes des uns des autres. Et je vais demander à mes candidats VAE de 2023 et à mes candidats VAE de 2024 de pouvoir, dès dimanche prochain, suivre la séance soutenance du groupe DEC traditionnel et parrainer avec moi un candidat ou deux candidats de DEC traditionnel de novembre 2023 pour constituer avec moi, et la vidéo rentrera également dans votre livret 2 pour 2024, que vous avez suivi avec moi un ou plusieurs mémoires de DEC traditionnel. Je vous rappelle, aussi bien pour le DEC traditionnel, pour le DSCG VAE, pour le DEC VAE, les mêmes objectifs. Premièrement, vous devez démontrer que tout ce que vous avez mis dans votre livret 2 vous donne le niveau de cadre comptable supérieur pour les DSCG, Bac plus 5, et que vos tâches correspondent à des tâches de Bac plus 5, et vous devez pour les DEC, aussi bien traditionnels que VAE, démontrer, surtout pour l'UV2, que les tâches que vous accomplissez sont des tâches qui correspondent au niveau de l'expert comptable. Et vous, les amis, au niveau de l'UV1, de l'UV3, de l'UV4, de l'UV5, vous devez démontrer que vous avez, dans les conclusions que vous avez mises, que vous avez le niveau d'un cadre supérieur comptable et surtout derrière les responsabilités que l'on vous a confiées depuis des mois et des mois. Et vous avez progressé dans votre responsabilité professionnelle, ce qui prouve votre compétence. De plus, j'ajoute le problème de la possession de réflexes économiques que tout le monde doit avoir. C'est pour ça que je vous ai mis, il y aura des questions au cours de mes soutenances blanches. J'ai mis une fiche technique sur l'importance de l'économie macroéconomique et de l'importance de la microéconomie. Je vous demande, avec moi, DEC traditionnel, DEC VAE, de parcourir le plus souvent possible les fiches techniques et d'avoir ces réflexes qui vous seront posés lors de mes exposés blancs avec vous, groupe ou individuel, ou de mes soutenances blanches ou groupe, avec vous, DSCG et DEC. Là, l'UV6 pour le DSCG, c'est l'économie et la langue étrangère. Bien, vous devez expliquer, vous aussi, DEC traditionnel, que vous êtes abonné et que vous regardez tous les jours BFM Business. Pour les DSCG, vous êtes abonné et vous regardez régulièrement des chaînes économiques américaines et anglaises pour bien vous habituer à mieux parler. Vous avez des souvenirs d'un anglais secondaire que vous avez suivi pour votre baccalauréat. Mais aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'une langue étrangère était indispensable à travers l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le portugais ou brésilien, comme vous voulez. Eh bien, tout ça rentre dans votre compétence. Et le fait que certains d'entre vous parlent plusieurs langues, n'hésitez pas à le dire également dans votre soutenance blanche, dans les réponses ou dans votre exposé. Et ça, je considère aujourd'hui qu'un expert comptable qui ne s'occupe pas des agrégats que je vous ai mis dans ma fiche technique, qui ne s'occupe pas de la micro, de la macro, il ne peut pas évoluer. Alors là, attention, le même conseil est dit pour mes 3 groupes. C'est à propos du mémoire, et je vous le répète, c'est les mêmes conseils que je donne à mes 3 groupes. Il faut que le mémoire apporte à la profession. Et ça, c'est la même chose pour mes DSCG. Il faut également que le mémoire fasse des apports concrets. C'est la différence que vous avez apportée. Et troisièmement, surtout, c'est le plus important, qu'il soit rentable.
Alors, la rentabilité, ce n'est pas forcément une rentabilité immédiate pour beaucoup d'entre vous, surtout pour les DEC, VAE ou DSCG, parce que vous avez su montrer dans le référentiel que vous avez présenté pour l'UV3 DEC et l'UV7 DSCG, vous avez su présenter des travaux qui situent votre volonté d'être formé, mais surtout de former. Et c'est là où vous démontrez qu'en formant davantage vos collaborateurs, en les habituant à lire vos travaux hebdomadaires, vos fiches techniques, à la fois également vos études techniques, que vous avez fait progresser la compétence aussi bien pour les DSCG que pour les DEC traditionnels ou DEC, VAE, que vous avez fait progresser vos collaborateurs et que vous avez donné une composante pour améliorer l'ensemble des compétences du cabinet et que la valeur d'un cabinet se mesure par rapport à la compétence de tous les collaborateurs du cabinet, et plus ces compétences sont importantes et sans cesse en, je dirais, mise à jour, eh bien, vous apportez une notoriété supplémentaire à votre cabinet qui va se traduire par des nouvelles demandes d'autres prospects et en un mot, par la formation que vous apportez une rentabilité différée, mais vous apportez les 3 objectifs du mémoire. Ça, c'est hyper important dans votre exposé, dans votre soutenance ou dans vos réponses aux échanges, c'est que vous contribuez à ces 3 objectifs. Vous devez avoir tous les groupes, ces 3 objectifs, servir la profession, concret et rentable. Et grâce à la comptabilité analytique, pour beaucoup d'entre vous, au niveau des mémoires, vous répondez et vous coincez le jury qui ne peut pas aller plus loin parce que vous lui donnez la réponse que pas beaucoup attendaient d'ailleurs. Mais ils sont surpris de voir que chez vous, contrairement à ce qui se passe en réalité dans les cabinets comptables, la comptabilité analytique, c'est comme le cordonnier, le plus mal chaussé, c'est bien souvent le cas dans de nombreux cabinets. Alors, je vous invite à bien écouter tout ce que j'ai pu dire depuis presque un petit 2 heures. Je m'excuse d'avoir été long, mais je vous ai parlé comme je parle souvent, avec mon expérience, ma détermination, mes intonations, avec quel objectif? Objectif de vous intéresser, objectif de vous donner la recette qui gagne, et cette recette, nous allons la poursuivre d'une manière de plus en plus fréquente, par des rendez-vous individuels, par des rencontres collectives, qui seront quelquefois déplacées pour les DEC VAE, qui cette semaine, par exemple, ont lieu le mercredi et le vendredi. Il y a quelquefois, je vais déplacer volontiers les séances de DEC traditionnelles et DSCG soutenance, je vais volontiers les déplacer en fin d'après-midi, à raison de 2 fins d'après-midi que je commencerai à 18h jusqu'à 21h pour passer tout l'ensemble des soutenances blanches. Sachez que les rendez-vous individuels, c'est minimum 30 minutes. Les rendez-vous groupes, ça sera 30 minutes pour les DEC, VAE ou les soutenances, ou les exposés DSCG, et ça sera 20 minutes dans un premier temps, mais quand les DSCG et DEC, VAE auront fini leurs épreuves, c'est-à-dire dès le 15 octobre, là, ce sera une demi-heure pour les DEC traditionnels, sans aucun problème, pour les soutenances blanches, au niveau individuel, et ce sera une demi-heure également pour les séances groupes, qui commenceront quelquefois pour des raisons de décalage horaire et des raisons aussi de, je dirais, du nombre de candidats qui viendront aux soutenances blanches. Ça commencera à 6 heures, où nos amis de la Réunion
seront invités à être présents à 6 heures, et ça ne les dérange pas, puisque pour eux, il sera 8 heures, et je calculerai par rapport au décalage horaire pour avoir donc de 6 heures du matin à 12 heures la possibilité de passer toutes les soutenances, j'ai bien dit, à partir du 15 octobre, jusque la veille et le matin même, pour chacune et chacun d'entre vous, de votre convocation. C'est pour ça que les amis étrangers vont avoir les convocations au moins 8 jours avant les métropolitains et l'outre-mer, parce que certains d'entre eux seront obligés de venir à Paris pour faire leurs épreuves. Donc on les invite plus rapidement que les autres pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions au niveau transport aérien et autres pour arriver dans les meilleures conditions à Paris pour ces épreuves. J'en ai terminé et j'attends éventuellement des questions des uns et des autres. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que j'ai pu vous faire ce matin pour vous rappeler les grandes lignes? Alors, moi, j'ai toujours l'habitude d'apprendre 2 citations par jour. J'en ai actuellement, je ne sais pas combien, j'ai environ 1500 pages de citations que j'ai accumulées depuis plusieurs années, et je me sers souvent de ces pages pour trouver les citations qui correspondent. Alors là, je suis très heureux de pouvoir découvrir rapidement pour certains d'entre vous, je les ai déjà découverts pour certains d'entre vous en DEC VAE, vos diaporamas. J'aimerais découvrir dans les jours, dans les semaines à venir, au moins avant le 15 octobre pour chacun d'entre vous. Ça, c'est génial pour les DEC VAE. Les DSCG VAE, ils passeront la dernière semaine d'octobre. Donc eux, je les aurai, mais ils ne sont pas très nombreux, donc ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Et ensuite, j'aurai le plaisir de recevoir les diaporamas pour les DEC traditionnels au plus tard pour le 15 octobre et pour les DEC VAE et DSCG VAE au plus tard pour le 30 septembre. J'aimerais avoir tous les diaporamas avec votre citation et que vous passiez les exposés avec votre diaporama pour vous aider à utiliser le reflet de l'exposé sans pour autant que l'exposé représente les mots que vous allez me dire. Hein, on ne met pas son exposé sur un diaporama, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je répète. Avez-vous, pour terminer, s'il n'y a pas de questions, je vais lever la séance en vous remerciant très sincèrement de votre présence ce matin, en vous souhaitant un excellent dimanche. Pour ceux qui aiment bien le rugby, passez un excellent dimanche devant votre écran de télé pour suivre vos équipes favorites ou pour suivre le sport que vous aimez. C'est quelque chose que j'aime également, au même titre que le football, au même titre que le basket. Voilà les 3 sports que j'aime bien. Mais ça n'empêche pas que je ne pratique plus tous ces sports, mais je les regarde avec un grand intérêt pour éventuellement laver mon cerveau de tout ce que je viens de dire et penser à autre chose. Comme vous, hein, vous avez intérêt à penser à autre chose. Donc, cette vidéo sera sur YouTube, en vous remerciant également de votre présence discrète et en vous souhaitant à tous une très bonne fin de journée et au plaisir, dès demain matin, d'en rencontrer un certain nombre. Il faudrait que tous sans exception, les rendez-vous proposés, en dehors des groupes, bien sûr, que vous connaissez, soient totalement remplis. Je rappelle que les groupes, c'est samedi et dimanche, et que les groupes cette semaine à venir, c'est mercredi en fin d'après-midi et vendredi en fin d'après-midi, mais tous les autres rendez-vous sont à votre disposition, aussi bien pour les notices, aussi bien pour les soutenances blanches, aussi bien pour les exposés. Je suis un peu plus réservé pour la rédaction de mémoire de ceux qui préparent pour le mois de mai. J'avoue qu'ils